Pendant cette singulière maladie qui ravage les races à bout de sang, de soudaines accalmies succèdent aux crises. Sans qu'il puisse expliquer pourquoi, des esseintes se réveilla tout valide, un beau matin. Plus de toux déracinante, plus de coins enfoncés à coups de maillet dans la nuque, mais une sensation ineffable de bien-être, une légèreté de cervelle dont les pensées s'éclaircissaient et d'opaques et glauques devenaient fluides et irisés, de même que des bulles de savon de nuances tendres. Cet état dura quelques jours, puis subitement, une après-midi, les hallucinations de l'odorat se montrèrent, sa chambre embauma la frangipane. Il vérifia si un flacon ne traînait pas, débouché. Il n'y avait point de flacon dans la pièce. Il passa dans son cabinet de travail, dans sa salle à manger. L'odeur persista. Il sonna son domestique. « Vous ne sentez rien ?» dit-il. L'autre renifla une prise d'air et déclara ne respirer aucune fleur. Le doute ne pouvait exister. La névrose revenait une fois de plus sous l'apparence d'une nouvelle illusion des sens. Fatigué par la ténacité de cet imaginaire arôme, il résolut de se plonger dans des parfums véritables, espérant que cette homéopathie nasale le guérirait, ou du moins qu'elle retarderait la poursuite de l'importune frangipane. Il se rendit dans son cabinet de toilette, là, près d'un ancien baptistère qui lui servait de cuvette sous une longue glace en fer forgé, emprisonnant ainsi que d'une margelle argentée de lune, l'eau verte et comme morte du miroir, des bouteilles de toute grandeur, de toute forme, s'étageaient sur des rayons d'ivoire. Il les plaça sur une table et les divisa en deux séries, celle des parfums simples, c'est-à-dire des extraits ou des esprits, et celle des parfums composés, désignés sous le terme générique de bouquet. Il s'enfonça dans un fauteuil et se recueillit. Il était depuis des années habile dans la science du flair. Il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de l'ouïe et de la vue, chaque sens étant susceptible, par suite d'une disposition naturelle et d'une érudite culture, de percevoir des impressions nouvelles, de les décupler, de les coordonner, d'en composer ce tout qui constitue une œuvre. Et il n'était pas, en somme, plus anormal qu'un art existât en dégageant d'odorants fluides que d'autres, en détachant des ondes sonores ou en frappant de rayons diversement colorés la rétine d'un œil. Seulement, si personne ne peut discerner, sans une intuition particulière développée par l'étude, une peinture de grand maître d'une croûte, un air de Beethoven d'un air de Clapisson, personne non plus ne peut, sans une initiation préalable, ne point confondre au premier abord un bouquet créé par un sincère artiste avec un pot pourri fabriqué par un industriel pour la vente des épiceries et des bazars. Dans cet art des parfums, un côté l'avait entre tous séduit, celui de la précision factice. Presque jamais, en effet, les parfums ne sont issus des fleurs dont ils portent le nom. L'artiste qui oserait emprunter à la seule nature ces éléments ne produirait qu'une œuvre bâtarde, sans vérité, sans style, attendu que l'essence obtenue par la distillation des fleurs ne saurait offrir qu'une très lointaine et très vulgaire analogie avec l'arôme même de la fleur vivante, et pendant ses effluves en pleine terre. Aussi, à l'exception de l'inimitable jasmin, qui n'accepte aucune contrefaçon, aucune similitude, qui repousse jusqu'aux à peu près toutes les fleurs sont exactement représentées par des alliances d'alcoolats et d'esprit, dérobant au modèle sa personnalité même, et y ajoutant ce rien, ce ton en plus, ce fumet capiteux, cette touche rare qui qualifie une œuvre d'art. En résumé, dans la parfumerie, l'artiste achève l'odeur initiale de la nature dont il taille la senteur, et il la monte, ainsi qu'un joaillier épure l'eau d'une pierre et la fait valoir. Peu à peu, les arcanes de cet art, le plus négligé de tous, s'étaient ouverts devant des esseintes qui déchiffraient maintenant cette langue variée, aussi insinuante que celle de la littérature, ce style d'une concision inouïe, sous son apparence flottante et vague. Pour cela, il lui avait d'abord fallu travailler la grammaire, comprendre la syntaxe des odeurs, se bien pénétrer des règles qui les régissent, et une fois familiarisé avec ce dialecte, comparer les œuvres des maîtres, des Alkinson et des Lubin, des Chardin et des Violet, des Legrand et des Pièces, désassembler la construction de leurs phrases, peser la proportion de leurs mots et l'arrangement de leurs périodes. Puis dans cet idiome des fluides, l'expérience devait appuyer les théories trop souvent incomplètes et banales,
La parfumerie classique était, en effet, peu diversifiée, presque incolore, uniformément coulée dans une matrice fondue par d'anciens chimistes. Elle radotait, confinée en ses vieux alambics lorsque la période romantique était éclose et l'avait, elle aussi modifiée, rendue plus jeune, plus malléable et plus souple. Son histoire suivait, pas à pas, celle de notre langue. Le style parfumé Louis XIII, composé des éléments chers à cette époque, la poudre d'iris, du musc, de la civette, de l'eau de myrté déjà désignée sous le nom d'eau des anges, était à peine suffisant pour exprimer les grâces cavalières, les teintes un peu crues du temps que nous ont conservé certains des sonnets de Saint-Amand. Plus tard, avec la myrrhe, l'oliban, les senteurs mystiques, puissantes et austères, l'allure pompeuse du grand siècle, les artifices redondants de l'art oratoire, le style large, soutenu, nombreux de Bossuet et des maîtres de la chair furent presque possibles. Plus tard encore, les grâces fatiguées et savantes de la société française sous Louis XV trouvèrent plus facilement leur interprète dans la frangipane et la maréchale qui donnèrent en quelque sorte la synthèse même de cette époque. Puis, après l'ennui et l'incuriosité du Premier Empire qui abusa des eaux de Cologne et des préparations au romarin, la parfumerie se jeta derrière Victor Hugo et Gautier vers les pays du soleil. Elle créa des orientales, des sélames fulgurants d'épices, découvrit des intonations nouvelles, des antithèses jusqu'alors innosées, tria et reprit d'anciennes nuances qu'elle compliqua, qu'elle subtilisa, qu'elle assortit. Elle rejeta résolument enfin cette volontaire décrépitude à laquelle l'avaient réduite les Malherbe, les Boileau, les Andrieux, les Baour, Lormian, les bas distillateurs de ses poèmes. Mais cette langue n'était pas demeurée depuis la période de 1830 stationnaire, elle avait encore évolué, et, se modelant sur la marche du siècle, elle s'était avancée parallèlement avec les autres arts, s'était, elle aussi, pliée aux vœux des amateurs et des artistes, se lançant sur le chinois et le japonais, imaginant des albums odorants, imitant les bouquets de fleurs du takeoka, obtenant par des alliances de lavande et de girofle l'odeur du rondélécia, par un mariage de patchouli et de camphre l'arôme singulier de l'encre de Chine, par des composés de citron, de girofle et de néroli l'émanation de l'Ovenia du Japon. Des esseintes étudiaient, analysaient l'âme de ces fluides, faisaient l'exégèse de ces textes. Ils se complaisaient à jouer pour la satisfaction personnelle le rôle d'un psychologue, à démonter et à remonter les rouages d'une œuvre, à dévisser les pièces formant la structure d'une exhalaison composée, et dans cet exercice, son odorat était parvenu à la sûreté d'une touche presque impeccable. De même qu'un marchand de vin reconnaît le cru dont il hume une goutte, qu'un vendeur de houblon, dès qu'il flaire un sac, détermine aussitôt sa valeur exacte, qu'un négociant chinois peut immédiatement révéler l'origine des thés qu'il sent, dire dans quelle ferme des monts Boé, dans quel couvent bouddhique il a été cultivé, l'époque où ses feuilles ont été cueillis, préciser le degré de torréfaction, l'influence qu'il a subie dans le voisinage de la fleur de prunier, de l'aglaïa, de l'oléa flagrans, de tous ces parfums qui servent à modifier sa nature, à y ajouter un rehau inattendu, à introduire dans son fumet un peu sec un relent de fleurs lointaines et fraîches. De même aussi des esseintes pouvaient en respirant un soupçon d'odeur vous raconter aussitôt les doses de son mélange, expliquer la psychologie de sa mixture, presque citer le nom de l'artiste qui l'avait écrit et lui avait imprimé la marque personnelle de son style. Il va de soi qu'il possédait la collection de tous les produits employés par les parfumeurs. Il avait même du véritable baume de la Mecque, ce baume si rare qui ne se récolte que dans certaines parties de l'Arabie pétrée et dont le monopole appartient aux grands seigneurs. Assis maintenant dans son cabinet de toilette, devant sa table, il songeait à créer un nouveau bouquet, et il était pris de ce moment d'hésitation bien connu des écrivains qui, après des mois de repos, s'apprêtent à recommencer une nouvelle œuvre. Ainsi que Balzac, que hantait l'impérieux besoin de noircir beaucoup de papier pour se mettre en train, des Esseintes reconnut la nécessité de se refaire auparavant la main par quelques travaux sans importance. Voulant fabriquer de l'héliotrope, il soupesa des flacons d'amande et de vanille, puis il changea d'idée et se résolut à aborder le poids de senteur. Les expressions, les procédés lui échappaient, il tâtonna. En somme, dans la flagrance de cette fleur, l'oranger domine. Il tenta de plusieurs combinaisons et il finit par atteindre le ton juste, en joignant à l'oranger de la tubéreuse et de la rose qu'il lia par une goutte de vanille. Les incertitudes se dissipèrent, une petite fièvre l'agita.
Il fut prêt au travail. Il composa encore du thé en mélangeant de la cassie et de l'iris, puis, sûr de lui, il se détermina à marcher de l'avant, à plaquer une phrase fulminante dont le hautain fracas effondrerait le chuchotement de cette astucieuse frangipane qui se faufilait encore dans la pièce. Il mania l'ambre, le musc tonquin, aux éclats terribles le patchouli, le plus âcre des parfums végétaux, et dans la fleur, à l'état brut dégage un remugle de moisie et de rouille. Quoi qu'il fît, la hantise du XVIIIe siècle l'obséda. Les robes à panier, les falbalas tournèrent devant ses yeux des souvenirs des Vénus de boucher, tout en chair, sans eau, bourrées de coton rose, s'installèrent sur ses murs, des rappels du roman de Thémidore, de l'exquise Rosette retroussée dans un désespoir couleur feu le poursuivirent. Furieux, il se leva, et, afin de se libérer, il renifla de toutes ses forces cette pure essence de spicanard, si chère aux orientaux et si désagréable aux Européens, à cause de son relent trop prononcé de valériane. Il demeura étourdi sous la violence de ce choc, comme pilé par un coup de marteau. Les filigranes de la délicate odeur disparurent. Il profita de ce temps de répit pour échapper au siècle défunt, aux vapeurs surannées, pour entrer, ainsi qu'il le faisait jadis, dans des œuvres moins restreintes ou plus neuves. Il avait autrefois aimé à se bercer d'accords en parfumerie. Il usait des faits analogues à ceux des poètes, employait, en quelque sorte, l'admirable ordonnance de certaines pièces de Baudelaire telles que l'Irréparable et Le Balcon, ou le dernier des 5 vers qui compose la strophe et l'écho du premier et revient, ainsi qu'un refrain, noyer l'âme dans des infinis de mélancolie et de langueur. Il s'égarait dans les songes qui évoquaient pour lui ces stances aromatiques, ramené soudain à son point de départ, au motif de sa méditation, par le retour du thème initial, reparaissait à des intervalles ménagés dans l'odorante orchestration du poème. Actuellement, il voulut vagabonder dans un surprenant et variant paysage, et il débuta par une phrase sonore, ample, ouvrant tout d'un coup une échappée de campagne immense. Avec ses vaporisateurs, il injecta dans la pièce une essence formée d'ambroisie, de lavande, de mitcham, de pois de senteur, de bouquet, une essence qui, lorsqu'elle est distillée par un artiste, mérite le nom qu'on lui décerne d'extrait de pré fleuri, puis dans ce pré, il introduisait une précise fusion de tubéreuses, de fleurs d'oranger et d'amandes, et aussitôt d'artificiels lilas naquirent, tandis que des tilleuls s'éventèrent, rabattant sur le sol leurs pâles émanations que simulait l'extrait du Tilia de Londres. Ce décor, posé en quelques grandes lignes fuyant à perte de vue sous ses yeux fermés, il insuffla une légère pluie d'essence humaine et quasi féline, sentant la jupe, annonçant la femme poudrée et fardée, le stéphanotis, la yapana, l'opopanax, le chypre, le champaka, le sarcanthus, sur lequel il juxtaposa un soupçon de seringa afin de donner dans la vie factice du maquillage qu'il dégageait une fleur naturelle de rire en sueur, de joie qui se démène au plein soleil. Ensuite il laissa, par un ventilateur, s'échapper ces ondes odorantes conservant seulement la campagne qu'il renouvela et dont il força la dose pour l'obliger à revenir, ainsi qu'une ritournelle dans ses strophes. Les femmes s'étaient peu à peu évanouies, la campagne était devenue déserte, alors, sur l'horizon enchanté, des usines se dressèrent, dont les formidables cheminées brûlaient, à leur sommet comme des bols de punch. Un souffle de fabrique, de produits chimiques passait maintenant dans la brise qu'il soulevait avec des éventails, et la nature exhalait encore dans cette purulence de l'air ses doux effluves. Des esseintes maniaient et chauffaient entre ses doigts une boulette de styrax, et une très bizarre odeur montait dans la pièce, une odeur tout à la fois répugnante et exquise, tenant de la délicieuse senteur de la jonquille et de l'immonde puanteur de la guetta percha et de l'huile de houille. Il se désinfecta les mains, inséra en une boîte hermétiquement close sa résine, et les fabriques disparurent à leur tour. Alors, il darda parmi les vapeurs ravivées des tilleuls et des prés quelques gouttes de New Monhay, et, au milieu du site magique momentanément dépouillé de ses lilas, des gerbes de foin s'élevèrent, amenant une saison nouvelle, épandant leur fine effluence dans l'été de ses senteurs. Enfin, quand il eut assez savouré ce spectacle, il dispersa précipitamment des parfums exotiques, épuisa ses vaporisateurs, accéléra ses esprits concentrés, lâcha brida tous ses baumes, et dans la touffeur exaspérée de la pièce éclata une nature démente et sublimée,
forçant ses haleines, chargeant d'alcoolat en délire une artificielle brise, une nature pas vraie et charmante, toute paradoxale, réunissant les piments des tropiques, les souffles poivrés du santal de la Chine et de l'Édiosmia, de la Jamaïque aux odeurs françaises du jasmin, de l'aubépine et de la verveine, poussant, en dépit des saisons et des climats, des arbres d'essences diverses, des fleurs aux couleurs et aux fragrances les plus opposées, créant par la fonte et le heurte de tous ces tons un parfum général, innommé, imprévu, étrange, dans lequel reparaissait comme un obstiné refrain la phrase décorative du commencement, l'odeur du grand pré, éventée par les lilas et les tilleuls. Tout à coup, une douleur aiguë le perça. Il lui sembla qu'un vilebrequin lui forait les tempes. Il ouvrit les yeux, se retrouva au milieu de son cabinet de toilette assis devant sa table. Péniblement, il marcha, abasourdi, vers la croisée qui l'entrebâilla. Une bouffée d'air rasséréna l'étouffante atmosphère qui l'enveloppait. Il se promena de long en large pour raffermir ses jambes, alla et vint, regardant le plafond où des crabes et des algues poudrées de sel s'enlevaient en relief sur un fond grenu, aussi blanc que le sable d'une plage. Un décor pareil revêtait les plinthes, bordait les cloisons tapissées de crêpes japonais verts d'eau, un peu chiffonnés, stimulant le friseli d'une rivière que le vent ride, et dans ce léger courant nageait le pétale d'une rose autour duquel tournoyait une nuée de petits poissons dessinés en 2 traits d'encre. Mais ses paupières demeuraient lourdes. Il cessa d'arpenter le court espace compris entre le baptistère et la baignoire, et il s'appuya sur la rampe de la fenêtre. Son étourdissement cessa. Il reboucha soigneusement les fioles.